Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de cette deuxième journée de notre marathon Adrienne Bolland, notre héroïne qui méritait de telles commémorations. Mon nom est Christine Debouzy. Je suis présidente de l'Association française des femmes pilotes, ex-Pilote Air France. Heureuse de vous emmener sur ce vol au musée de l'air. Merci au musée de l'air et de l'espace du Bourget de nous accueillir aujourd'hui. En compagnie de mon équipage, j'aurai comme officier pilote Madame Colline Berry, autrice de livres sur Adrienne Bolland. Ensuite, Madame Rosane de Clémenty, conservatrice du musée. Madame Cathy Teimer, pilote de Caudron G3 à l'amicale Jean-Baptiste Salis. Monsieur Jean-Pierre Chelet, membre de l'association pour le renouveau du Caudron Simoun. Et Madame Sylvie Lallemand, archiviste au musée. Notre journée est très importante pour l'Association française des femmes pilotes. En effet, vous allez voir sur le petit film qui va suivre, notre association a été créée il y a 50 ans. Nous fêterons d'ailleurs l'anniversaire au mois de septembre. Et c'est en connexion avec l'histoire d'Adrienne Bolland, qui a fait un beau voyage pour les 50 ans de sa traversée de la Cordillère des Andes avec Air France. Et vous allez voir donc le fonctionnement de l'association sur ce petit film. Voici l'AFFP, l'Association française des femmes pilotes. Une association dont la mission est de promouvoir l'intégration des femmes dans l'aéronautique. Non seulement les pilotes, mais aussi les ingénieurs, contrôleuses aériennes et techniciennes. Avec près de 200 adhérents, elle est créée en 1971 par 7 aviatrices et rejoint le cercle des associations aéronautiques féminines, telles que la 99 aux États-Unis, créée en 1970, la British Women Pilots Association au Royaume-Uni en 1955, ou encore la Vereinigung Deutscher Pilotinnen en Allemagne en 1968. Mais une question se pose. Dans quel but ces associations existent-elles? À ce jour, l'aéronautique demeure un milieu à dominante masculine. Prenons Air France. En 2018, la compagnie comptait 3800 pilotes, non seulement 300 femmes. Cela représente 7,9% de femmes pilotes. On est donc loin des 50% exigés pour atteindre la parité. Toutefois, cette disparité existe dès l'entrée en formation. Prenons l'ENAC par exemple, l'École nationale de l'aviation civile. Elle est créée en 1949 et ouvre ses portes aux femmes en 1973. En 2018, un élève pilote sur 10 est une femme. Pour autant, leur présence n'est pas anodine, et c'est l'action des femmes pionnières dans ce domaine qui a permis de lever les freins à leur intégration. 1974, Patricia Hafner, première femme diplômée de l'ENAC. 1985, Isabelle Boussaer, première pilote militaire française. 1999, Caroline Edle, première pilote de chasse française. Au regard de ces enjeux, l'AFFP déploie son action sur plusieurs fronts. Elle a tout d'abord un rôle d'information. Pour ce faire, elle organise des rassemblements comme les Femmes de l'air, un meeting annuel, avec au programme films, expositions et enfin, des baptêmes de l'air. Elle a aussi un rôle de transmission. L'AFFP organise des stages et des voyages destinés à créer et développer des liens d'amitié permettant de relier les générations pour favoriser la transmission des savoirs des initiés aux novices. Elle a également un rôle de mise en relation. Membre de multiples associations aéronautiques comme les Mirovolants, les Ailes Brisées, l'Aéroclub de France ou The Federation of European Women Pilots, l'AFFP ouvre l'accès à un réseau de passionnés, aptes à initier, à orienter et à soutenir, grâce à ses partenaires d'instances nationales telles que la DGAC et l'ENAC. Enfin, l'AFFP a un rôle de promotion. Dans l'optique d'aider les jeunes filles à réaliser leurs rêves, elle propose des bourses pour les soutenir dans le domaine des sports et des métiers de l'aérien. Avec l'aide de donateurs comme le CNFAS, le Crédit Agricole et aussi Total ou bien Air France, l'association finance chaque année des bourses. En 2018, 4 bourses professionnelles Colette Catet et 5 bourses sportives ont été attribuées.
Comme quoi, les grands de ce monde suivent le bon exemple des plus petits. Oh mince, oui, j'ai coupé le générique. En fait, merci à Maëlys Pinson-Berthet, une jeune fille de l'association qui a d'ailleurs gagné le concours des jeunes Adrienne Bolland, a fait donc ce motion design. Et nous sommes contents de donner le relais aux jeunes. Les chiffres datent un petit peu, donc maintenant, à Air France, nous avons 9% de femmes pilotes professionnelles. Et on est les meilleurs en Europe, mais il y a encore du chemin à faire, vous l'aurez compris. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde, des hommes et des femmes, pour progresser. Donc l'association, après sa création en 1971, où Adrienne Bolland fut nommée la première membre d'honneur, par Marie-Joseph de Beauregard, la présidente, l'efficacité était effective 2 ans après. En 1973, a été supprimé, donc abrogé le décret qui stipulait qu'il fallait être de sexe masculin pour suivre la formation pilote de ligne. Nous avons beaucoup d'actions diverses dans l'association, donc l'histoire dont on parle aujourd'hui, remettre la place des femmes pilotes dans l'histoire. Nous ferons également des actions avec le musée de l'air comme aujourd'hui et bien d'autres. Et nous essayons également de nommer des rues ou des places au nom des aviatrices parce que nous sommes tous conditionnés. Il n'y a que 2% des noms de rues qui sont des noms de femmes, alors d'aviatrices, encore moins. Mais toute cette histoire est très passionnante. Dans notre commission histoire, nous avons autant d'hommes que de femmes qui découvrent des merveilles tous les jours. Si vous avez des archives ou quoi que ce soit, des témoignages sur l'histoire des femmes dans l'aviation, venez nous voir et nous essaierons d'en faire la publicité ou du moins de valoriser toutes ces merveilles. Nous avons donc des systèmes de bourses de pilotage sportif pour les 9 fédérations qui vont de l'ULM au drone, en passant par le planeur, l'avion, la montgolfière. Et également des bourses de pilotage professionnel pour les femmes qui veulent devenir pilotes professionnels sans limite d'âge grâce au legs de Colette Catet, une pilote qui avait eu du mal à devenir pilote de ligne à l'époque. Elle n'avait même pas le droit d'être instructrice de voltige alors qu'elle était championne de voltige. Tous les ans, nous organisons un rassemblement des femmes de l'air sur un terrain différent. L'année dernière, c'était à Abbeville avec Suzanne Caudrelier, compétitrice de planeur, avec les magnifiques vues sur les plages du Crotoy où volait Adrienne Bolland. À l'époque, la piste était sur la plage. Cette année, donc, ça sera Besançon-Lavez pour les 50 ans d'association. Notre marraine sera une championne de voltige, Aude Le Mordant, qui pilote à Air France. Et nous espérons que vous pourrez venir nombreux. Nous avons des actions également envers les jeunes femmes, avec des ateliers de confiance en soi, de leadership, et c'est l'occasion d'échanges avec des femmes inspirantes ou avec des spécialistes. Et c'est un peu un atelier de recherche, parce qu'on se demande aussi toutes les pistes, on cherche toutes les pistes pour avoir plus de femmes également, aussi bien dans l'aviation sportive que professionnelle. Nous sommes venus l'année dernière à la fête de la science et c'était un événement qui a bien marché, que nous espérons recommencer. Nous avions 2 femmes pilotes de drone qui ont fait des choses très intéressantes. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site www.femmes-pilotes.com ou les réseaux sociaux. Nous avons donc oui.
Donc Adrienne Bolland, je vous disais, a vécu une vie très intense, hein, quand même. Elle a vu des changements dans l'aviation puisqu'elle est née en 1895 et elle est morte à 80 ans. Et elle a connu l'Association française des femmes pilotes. Donc nous lui laissons la place de ses exploits. Vous pourrez découvrir, si vous regardez les YouTube que Colin Berry a fait sur la collection Corde Raide, donc Adrienne Bolland, Colin Berry, en 24 épisodes. Vous apprendrez beaucoup de choses parce que, en plus de cet exploit d'avoir traversé les Andes dans la partie la plus élevée avec un avion peu puissant, elle a fait beaucoup d'autres choses dont nous parlerons cet après-midi également. Je vais laisser donc la parole à Colin pour nous parler de l'histoire de la famille Bolland. Eh bien, bonjour. Donc, je m'appelle Colin Berry. Pour ceux qui suivent la web-série, ils connaissent ma voix. Mon visage masqué, c'est pas grave, je trouve. En l'occurrence, on est là pour célébrer une femme qui avait pour devise que tout était toujours possible. Et ça, il me semble qu'on est à une époque où ce message est encore plus important même qu'auparavant, même si, comme l'a dit Christine, et je remercie la FFP et le musée du Bourget et tous les merveilleux intervenants qu'on va voir et entendre aujourd'hui et qui vont compléter, puisqu'on a tous des domaines de savoir différents, on a tous des expériences différentes. Et ce qu'enseigne Adrienne Bolland de 1895 à 1975, c'est qu'on peut, dans une vie, avoir de multiples vies, voire connaître en même temps quelqu'un comme Santos Dumont, et puis voir, découvrir, s'émerveiller devant un Concorde qui s'envole et admirer un homme qui marche sur la Lune. Donc ce que nous dit son expérience, je parlerai pas d'exemple parce que c'est vraiment, elle disait elle-même qu'elle ne voulait pas être un exemple, mais la traversée du temps, la sensation de durée est en même temps un bienfait, et pour elle ça a été une grande douleur puisque malheureusement tout le monde l'a oublié alors qu'on ne s'est souvenu en France que des pilotes qui sont morts. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut, à mon humble avis, déjà se souvenir de celles et de ceux qui ont passé le temps. Ça veut dire qu'ils étaient de très très bons pilotes, et vous allez voir qu'Adrienne Bolland avait un talent de pilotage incroyable. On va commencer cette aventure d'Adrienne Bolland en Belgique, puisqu'Adrienne Bolland est aux 3/4 belge. Et si elle s'appelle Bolland avec 2 L, elle aurait pu s'appeler Bolland avec un seul L, puisque en Belgique, près de Verviers, eh bien vous avez un ruisseau qui s'appelle le Bolland. Donc leur histoire de famille commence très très loin en amont dans l'histoire, puisqu'il faut remonter, là j'ai mis un extrait de l'arbre généalogique, mais en fait on remonte à 1200, on remonte à Pépin le Bref, dans l'histoire de la famille. Et eh bien, une partie de la famille a gardé 2 ailes en allant d'un côté du ruisseau, et l'autre a enlevé un aile pour se différencier et est allé traverser le ruisseau. En Belgique. Le papa d'Adrienne, que vous avez ici un portrait de jeunesse, était donc belge, né à Verviers, et par la beauté du destin, il était fou amoureux d'histoire, fou amoureux de littérature. C'était un homme très cultivé, qui avait soif de réussite, qui était ambitieux. Il était né en 1854. Là, je renvoie les jeunes à tout l'épisode de la Commune en France, qui va lier la France, la Belgique, Victor Hugo. On est dans le monde intellectuel. Attention avec Adrienne Bolland, hein. On part d'une famille qui a des ascendances nobles, et ce jeune homme va venir en France pour faire des affaires qui vont lui rapporter pas mal d'ennuis, mais en l'occurrence, il arrive vers Orléans, dans le Loiret, numéro 45 pour le département, c'est un chiffre intéressant aussi ça, et il va s'arrêter à Donnery. À Donnery, on va lui dire qu'il y a une famille de Belges
par hasard, ou y a-t-il un hasard, qui habite au château d'Allonnes. Donc Henri Bolland va venir devant la porte, faire ses civilités à cette famille, et il va découvrir une famille où il y a beaucoup de femmes, une femme, on va dire la douairière, la chef de la famille, qui est à ce moment-là déjà veuve, et qui a une fille aînée qui est très jolie, et qui a juste 1 an de plus que lui. Elle est née, elle, en 1853, Marie-Joséphine Aloni comme le château d'Allonnes qui a vu sa naissance. Et Henri tombe amoureux. Et voilà comment se marient le papa et la maman d'Adrienne. Et puis, comme cadeau de Noël, il va apprendre que dans le même village, à Donnery, il y a une maison qui est à vendre. Et cette maison, aux surprises, lui qui aime la littérature et le monde intellectuel, était l'ancienne maison du poète Ponson du Terrail. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Arsène Lupin, Maurice Leblanc, mais Rocambole de Ponson du Terrail n'est pas encore revenu à la mode. Or, si vous cherchez dans les archives, vous trouvez des textes, des romans de ce personnage totalement atypique, un petit peu marlou, qui fait beaucoup de dégâts et que toute la France adorait à cette époque-là. Et Henri Bolland achète cette maison à sa future femme, pour lui également, pour leur couple. Sauf que je vous ai parlé d'une affaire qu'il fuyait en Belgique et qui va le rattraper en France, d'où cette caricature de la presse belge. Et malheureusement, Henri Bolland va faire le tour de la presse et de tous les photographes. À l'époque, c'était des photographes qui présentaient des photos de presse dans leur vitrine. Et ce scandale politico-financier va le rattraper. Et plutôt que de faire 2 ans de prison, eh bien, le jeune couple va faire en sorte de faire racheter la maison par la famille Pasque, sa belle famille. Lui, il va emmener sa fille déjà née, sa femme, et il va les emmener où? À Guernesey. Guernesey, là pour les plus jeunes, regardez l'histoire de Victor Hugo, et vous trouverez pourquoi un jeune homme belge fou amoureux de Victor Hugo va à Guernesey. Il s'installe, il s'ennuie, comme tout littéraire qui s'ennuie, eh bien il marche. Guernesey, c'est une île, donc il fait le tour de l'île, il rencontre des gens, il commence à écrire dans le journal, et puis il écrit un texte, et puis 2 textes, et puis il écrit l'histoire des îles de la Manche. Et il va se faire remarquer par un éditeur français. Donc 3 ans après avoir fait encore 2 enfants à sa femme, il va revenir en France. Ils vont s'installer à Arcueil-Cachan, à l'époque qui était avec Cachan. Et c'est là, le 25 novembre 1895, que naîtra Adrienne Bolland. Arcueil-Cachan a l'avantage d'avoir une ligne de chemin de fer qui est toute neuve et qui rejoint Orléans et Donnery. Donc ils peuvent aller chez la belle famille régulièrement, et en même temps, lui va travailler du côté du centre de Paris, puisque il sera... On va le voir, normalement on a un portrait. Voilà, il sera l'écrivain, un des géographes, un des premiers touristes à écrire des livres de voyage pour les guides Joanne, qui deviendront plus tard, on le voit sur ces diapos, les guides Hachette. Donc voici Adolphe Joanne. Et si Adrienne Bolland s'appelle Adrienne, c'est parce que Paul Joanne était le parrain d'Adrienne Bolland, c'était le meilleur ami d'Henri Bolland. Et à ce moment-là, il y a déjà, il faut pas croire l'apparence des photos, parce que là il est jeune, hein, il a à peu près 40 ans, mais à cette époque-là, la vie était beaucoup plus dure, et c'est déjà un homme sur ces photos qui marche quelque chose comme 3000 km par mois, qui voyage beaucoup, et lorsqu'il revient, il écrit, il reprend les cartes. Je vous invite à chercher encore où vous pouvez sur les sites d'occasion les guides Joanne, puisque les itinéraires que va suivre Henri Bolland seront les itinéraires qu'on trouve toujours dans la France. Une chose intéressante, c'est que c'est lui qui va appeler pour la première fois, qui va nommer pour la première fois la Corse l'île de beauté. Henri Bolland voit naître sa fille le 25 novembre 1895, et chose curieuse, il est né le même jour et le même mois. Donc pour lui, c'est un signe étonnant, d'autant plus que le 13e jour après sa naissance, après la naissance d'Adrienne, elle avait un grand frère d'1 an qui va mourir chez la nourrice. Et celui qui est le plus triste dans la famille, en dehors de sa mère, parce que elle avait qu'un garçon, elle en avait un 2e mais qui vient de mourir, c'est que l'aîné des garçons, qui a 10 ans de plus qu'Adrienne, qui s'appelle Benoît, qui est né à Guernesey,
Lui, il va marquer durablement toute sa vie le destin de sa sœur et il sera marin. On va retrouver Henri un peu plus tard. La famille va déménager parce que la famille commence à être connue. Henri Bolland, il fait des conférences, puis il travaille au Touring Club, et puis il est président du Club Sévenol. Enfin, bref, la famille commence à monter dans l'échelle sociale, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Et ils vont déménager boulevard Arago, près du Lion de Belfort. Et ils pourront, de la même façon, aller à Donnery en train. Ici, vous avez... Alors, Adrienne Bolland a en plus la spécificité d'être la seule femme pilote française à avoir son portrait d'enfant dans un musée des Beaux-Arts. Comme Henri Bolland était un homme connu, il connaissait évidemment le Touring Club, évidemment l'Automobile Club, il connaissait Monsieur Michelin. Donc le nom de Bolland était un nom connu. Mais ce qu'il avait fait pour passer anonyme, pour se faire oublier, si vous regardez les guides, c'est qu'il a enlevé un L à son nom. Mais comme ils étaient homonymes, ils pouvaient le faire. Donc Adrienne a toujours vécu dans une ambiance de voyage. Ils allaient à Paramé en vacances, ils allaient à Guernesey, ils allaient faire des randonnées en Belgique. C'était vraiment son hyperactivité est née, elle le dira dans un seul article d'ailleurs, est née grâce à ce père qui adorait la poésie et qui déclamait des poèmes en marchant. Et donc voici Adrienne petite, elle a 12 ans, elle vient d'avoir son certificat d'études. Ses études vont s'arrêter là. Elle dira d'ailleurs aux jeunes, faites des études. Nous, on n'avait pas cette chance-là, mais profitez-en et faites des études. Et la voici en photo en 1919, juste après la mort d'une de ses sœurs, après la Première Guerre mondiale. Et la voici à côté de Benoît, donc, qui était son aîné de 10 ans, et qui était de retour de l'Antarctique, parce que la spécificité autre de cette famille, c'est que non seulement le père était connu et est un de nos géographes, mais son frère, tout jeune, en 1908, va s'embarquer avec Jean-Baptiste Charcot sur le Pourquoi pas 2, et ils vont aller explorer l'Antarctique pendant 2 ans. Bien sûr, personne ne sait s'ils reviendront vivants, n'oubliez pas que nous sommes au XXe siècle naissant, et donc on n'a aucune certitude que Benoît revienne vivant. Le drame étant que, une fois parti, en 1908, là vous avez le Pourquoi pas qui s'en va de Saint-Malo. D'abord, ça a été un crève-cœur pour Adrienne, parce qu'elle perdait son grand frère, et c'était un soutien important. Et le drame, c'est qu'en 1909, un an après, alors que son frère est parti, eh bien son père meurt. Le père meurt d'un AVC foudroyant à la sortie d'une réunion du Touring Club. Et là, alors là, c'est pour une famille à cette époque-là, c'est terrible, c'est la dégringolade sociale. Il n'y a plus d'hommes pour faire vivre la famille. On a affaire à une famille de femmes exclusivement. Et son fils va apprendre, en revenant un an plus tard, que son père est mort et qu'en plus, malheureusement, les assureurs ont grugé leur maman et qu'il n'y a plus d'argent. Donc Benoît va repartir, Adrienne va enterrer en 1919 une de ses sœurs. Et en 1920, elle voit dans les journaux une nouvelle terrible, c'est que la seule aviatrice de France, la baronne de la Roche, qui avait battu le record d'altitude à 3800 mètres, donc c'était une femme vaillante, plus que brave, même si toute la presse masculine se fichait pas mal d'elle, c'était une femme très, très, très audacieuse et très jolie en plus, c'est peut-être pour ça qu'on se fichait d'elle, et en l'occurrence, c'est son instructeur qui pilotait. Il a essayé de faire un looping pour lui prouver sa valeur. Et ils sont tombés, et ils sont écrasés dans l'eau au Crotoy. Donc, elle voit ça dans les journaux. Elle ignore encore qu'elle va être pilote. Il y a la guerre, comme vous le savez. Et pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Elle va être rapatriée. Je vous rappelle qu'elle vivait à Paris, qu'elle a toujours été parisienne. Et elle va être rapatriée par sa mère, à ce moment-là veuve, vous le savez, pour éviter quoi? Pour éviter les bombardements, parce que Paris à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, était bombardée par une horreur de canon qui s'appelait la Grosse Bertha, et qui était située à 400 km au nord de Paris. Et pour éviter que ses enfants meurent, Madame Alonie Pasque Bolland fait intégrer toutes ses filles à Donnery, et Adrienne va rester 3 ans et demi confinée dans cette maison de campagne. En pleine... Elle n'était pas si loin, elle était à Laon. Oui. À 150 À 150 km. Et donc, elle va rester confinée, à se morfondre. Elle a, à ce moment-là, en 1914, elle est née en 1895, elle a 19 ans. Donc, tout son bel âge.
Et lorsque la guerre sera terminée, eh bien, elle aura 22, 23 ans et elle va se jurer une chose, c'est de retourner à Paris. De toute façon, elle n'est plus un parti très intéressant pour les jeunes gens qui veulent épouser une fille de bonne famille. Donc, elle n'a plus d'autre option que de trouver une ouverture pour être indépendante financièrement. Vous savez comme moi que le nerf de la guerre, c'est l'argent quand on est une femme, et il faut être indépendante financièrement. Ce que n'était pas ses sœurs, ce que n'était pas sa mère. Et elle va trouver un moyen très original pour gagner de l'argent, puisqu'elle n'a pas fait d'études. Eh bien, elle va aller à l'hippodrome, elle va prendre toutes ses économies et elle va jouer. Et heureusement pour nous, parce que sinon son destin aurait été complètement différent, eh bien, ce cheval va perdre. Donc, elle va perdre toute sa fortune, elle va être furieuse, vexée, malheureuse, parce qu'elle n'a plus d'argent, et elle est en bonne petite dernière préférée, elle va aller se faire consoler chez des amis, ils vont l'emmener au restaurant, elle va se saouler, et dans un éclair de génie, elle va se rappeler qu'il y a une voie qui est très intéressante pour les femmes, dans laquelle on peut réussir vite, gagner vite de l'argent. C'est cette technique des plus lourds que l'air qui vient d'arriver, qui a à peine 20 ans, et qui a faim et soif de personnes qui ont envie de vaincre leur peur et d'affronter leur peur, voire de mourir, pour la bonne cause. Donc elle décide d'être aviatrice. Là, elle va apprendre que Caudron, une des 3 écoles françaises et une des rares, il n'y en avait que 2 à l'époque qui acceptaient les femmes, recrute des femmes et paie quasiment, donne la moitié, offre la moitié moins cher pour les femmes. Donc, elle s'inscrit. Elle imagine, elle, que c'est ici, comme vous le voyez ici, les Moulineaux, mais pas du tout. On va lui dire que c'est pas du tout là. Il faut qu'elle aille au Crotoy. Et René Caudron, le directeur de cette école, qui a perdu son frère, puisqu'ils ont fondé les usines Caudron à 2 avec son frère Gaston, qui était son frère aîné. Mais Gaston est mort pendant un essai en 1914. Donc elle apprend qu'il faut qu'elle aille au Crotoy, qu'elle ne connaît absolument pas, en baie de Somme. Et elle prend le train, elle prend la gare du Nord, elle prend le guide de son père sur le Nord, et elle choisit un hôtel parce qu'il va falloir qu'elle reste 1 mois, 2 mois, voire plus si elle rate son brevet. Elle n'a pas de plan B. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a tout vendu pour pouvoir payer sa formation, que son frère l'a aidée financièrement. Et là aussi, arrivée en Crotoy, qui cherche maintenant un hôtel pour pouvoir se loger et espérer que cette forme, et puis qu'elle réussisse à faire quelque chose avec cet avion. Lorsqu'elle verra le G3 à Issy-les-Moulineaux, ce qu'elle va demander au monsieur qui lui fait visiter le hangar, c'est s'il n'a pas un avion plus petit pour les femmes. Alors il va lui répondre que non, et il va bien falloir qu'elle apprenne sur cet engin. Elle se rend au Crotoy, elle va à l'hôtel, elle se fait accueillir par tous ces messieurs. Le lendemain, elle met tout son attirail, comme elle le dira, et la voici partie à l'école. Je vous passe certains épisodes de sa vie personnelle qui font comprendre aussi son implication rapide, parce qu'il y a d'autres événements, mais là je vous laisse regarder. Voilà, il faut avancer. Comme me dit Christine de Bouzy, il faut avancer. Avançons. Et pour avancer, elle se met... oui, où on fait des boucles. Et donc, et elle arrive sur une plage. Et là, quand on lui dit l'école est là, elle n'en revient pas, parce que pour elle, c'est pas possible. Elle s'attendait à un champ. Et quand on est au Crotoy, puisque là, c'est une photo que j'ai prise moi sur place, eh bien, effectivement, quand on marche 3 km, on aperçoit qu'il y a des hangars. Ici, à droite, vous avez une vue d'avion prise par un G3, puisque le G3 était surtout un avion de photo aérienne. Et effectivement, il y avait un café, et elle s'aperçoit surtout qu'il n'y a que des hommes. C'était une promotion uniquement d'hommes. C'est la seule femme. Et elle a une pression terrible. Elle a une pression d'autant plus grande qu'elle se fiche d'elle et qu'elle se bat avec ses genoux comme elle peut et que du coup elle est détestée de tout le monde, des instructeurs, et que Caudron est obligé de venir. Il rencontre celle qu'il va appeler la lionne et il va lui dire si vous voulez passer votre brevet, il faut faire telle et telle manœuvre. Si vous réussissez, même si vous ennuyez, pour être poli, le monde, j'accepterai. Et donc elle réussit la manœuvre, elle a le droit de passer le brevet. Et elle est tellement bonne que c'est elle qui fait les doubles commandes avec les autres élèves. Elle a évidemment son brevet et elle va avoir
un chiffre un petit peu spécial, c'est le 12 bis. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs sections. Il y a une section féminine française, il y a une section de la Fédération aéronautique internationale, et plus tard, il y aura une autre section des brevets de transport. Elle a refusé le numéro 13 qui lui était normalement alloué. Et ici, vous la voyez sur une publicité de Caudron, puisqu'elle va lui dire, bon, ben, maintenant j'ai mon brevet, c'est bien, mais je voudrais, moi, piloter. Et il lui dit que son brevet ne lui donne droit qu'à être riche, à avoir un avion. Mais si elle veut, elle peut piloter pour lui. Elle peut faire des meetings. Et d'abord, elle sera convoyeur, mais elle sera payée moins cher que les garçons. Enfin bref, il fait en sorte qu'elle fasse des meetings pour lui, pour faire sa promotion. Et au moment où elle va lui dire, je veux un avion pour moi, il va lui répondre qu'il peut tout à fait lui offrir un vieux zinc, il n'est pas en zinc, il n'est pas en acier, il est en bois et en toile, une vieille trapanelle de l'école, d'accord, mais il faudra qu'elle fasse un looping. Donc je vais m'arrêter là. Elle a son brevet le 26 janvier 1920. Elle est comme nous, elle ne connaît pas son avenir, elle ne sait absolument pas ce qui va lui arriver. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle peut enfin voler. Et quand elle voit la Terre vue du ciel à petite altitude, elle a peur. Elle a très très peur. Et je peux vous dire, Cathy nous dira que voler en G3, c'est avoir peur. Mais elle ressent des sensations de liberté, d'une telle intensité que plus rien ne pourra l'arrêter. Voilà ce qui se passe jusqu'à ses débuts d'aviatrice, entre guillemets, professionnelle. Mais non, pas tant, entre guillemets, professionnelle. Alors, Colline Berry, vous êtes plasticienne et autrice. Donc, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Elle fait donc des bijoux, Adrienne Bolland, tu peux les montrer. Des poupées, Adrienne Bolland, des cartes postales et des livres et bien d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler et à vivre autant avec Adrienne Bolland? Je ne l'ai pas apporté, mince, mais je dis bonjour à Pierre Bellemare, qui est avec Adrienne maintenant. C'est grâce à Pierre Bellemare, qui avait écrit 4 pages dans un livre qui s'appelle « C'est arrivé un jour », si vous le trouvez dans une vente au Secours Populaire ou chez Emmaüs. C'est arrivé un jour, 1978, page 45. Tout à l'heure, vous avez vu le Loiret, c'était page 45. C'était le 45. Et il raconte 4 pages qui m'ont fait un choc monumental parce que je connaissais Roland Garros, je connaissais Blériot, je suis de la génération qui avait encore des bibliothèques roses et vertes sur l'aviation, chose qui a disparu de l'édition aujourd'hui, et ça, il faut absolument que ça revienne. Et ça a été un choc parce que je lisais que cette gamine de 25 ans avait traversé la cordillère des Andes et qu'elle était morte en 1975, et ma colère est née de là, puisque je me suis aperçue que j'aurais pu la rencontrer et que je n'en avais jamais entendu parler. Et à ce moment-là, j'avais 40 ans, et tout de suite, je me suis dit que là, il y avait un problème quelque part. Et je me suis demandé, pourquoi elle avait voulu mourir à 25 ans ? Ce qui l'avait fait aller là-bas, quelles étaient ses motivations, ses intentions, et ce qu'elle avait fait après, puisqu'on ne parlait dans Adrienne Bolland, vous allez voir, c'est une vie d'aventure et d'intrépidité et d'amour, de générosité. Et c'est le début, 1921. Donc j'étais frustrée et l'enquête a commencé à ce moment-là. Merci. Donc encore beaucoup, mille et une idées sur Adrienne Bolland ne manqueront pas de jaillir de notre coopération. Je vais lire un extrait de votre livre Adrienne Bolland ou les ailes de la liberté, présenté par Pierre Bellemare, justement, sur le caudron G3 dont nous parlerons après. Peu à peu, les giclées d'huile se font surfines et lubrifient aussi les cordes à piano, qui cliquettent moins fort. Le bois des haubans se plaque plus souplement, et l'immense hélice peinte en noir broie l'air glacial dans un bop-up-up généreux. Inégal mais rond. Volée, en riant, avec ses yeux à présent écarquillés, elle accueille le spectacle et avale l'horizon. La robe moirée de la mer étalée contre la centaine de voiles rapiécées des étadiers, des chalutiers et des énoniens. Donc merci pour tout ce riche vocabulaire.
Nous allons donc passer la parole maintenant à Rosen de Clémenty, qui va nous parler du métier de conservatrice, qui, nous espérons, inspirera les jeunes. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis conservatrice du patrimoine et responsable du département des aéronefs et des collections techniques au Musée de l'Air et de l'Espace. Et je vais vous parler de... Ah, alors, je ne suis pas... Voilà, me voilà. Je vais vous parler de l'avion qu'Adrienne Bolland a bien connu, donc ce fameux Caudron G3. Et je vous propose de le faire à travers les très riches collections du musée, qui comportent bien sûr un exemplaire du Caudron G3. Mais je vais aussi vous montrer d'autres objets qui portent chacun à leur façon une mémoire, un témoignage relatif à cet avion. Et c'est donc un panorama des collections du musée relatives au Caudron G3 que nous allons faire brièvement. Alors, ce Caudron G3 que vous voyez exposé au musée en 2009, il fait partie avec le G1 et le G2 d'une série d'aéronefs qui ont été mis au point par les frères Caudron à partir de 1913. Ce sont des avions biplans en bois étoile, une toile enduite, et dont les plans sont semi-souples, donc c'est-à-dire que les nervures ont une certaine flexibilité qui permettent le gauchissement, donc la torsion des ailes pour que le pilote puisse se diriger. Alors, une des hypothèses est que la lettre G de G3 désigne justement ce gauchissement par opposition aux voilures rigides qui, elles, étaient désignées par la lettre R à la même époque. Mais une autre hypothèse, ce serait que ces séries R et G des premiers Caudrons désigneraient les initiales des frères Caudron, donc R pour René et G pour Gaston. Alors, cela n'est pas clair dans les archives, donc on n'a pas vraiment le moyen de savoir ça. En tout cas, plus tard, donc à partir des nouveaux modèles d'aéronefs Caudron dès 1917, ces modèles sont désignés par la lettre C de Caudron. Alors, les photos que vous voyez mettent bien en évidence l'envergure de cet appareil, donc qui fait un peu plus de 13 mètres de largeur. Et vous voyez les plans supérieurs et inférieurs reliés par des mâts entrecroisés et des croisillons en corde à piano. Vous voyez également la nacelle biplace pour un pilote et son passager, qui est fixée sur le plan inférieur, et le châssis relie l'empennage à la voilure avec cette forme de ski, donc qui forme les patins de l'avion. Et le train d'atterrissage avec ses 4 roues pneumatiques pour les évolutions au sol. Vous pouvez apprécier aussi le moteur, donc il y a un moteur en étoile, un moteur Rhône de 80 chevaux. Voilà d'un peu plus près donc cette nacelle avec la place du pilote à l'arrière et le passager devant, un siège en cuir bien rembourré. Et vous voyez à l'arrière, donc du côté de l'empennage,
Ces chiffres qui indiquent le numéro militaire de l'avion du musée, donc le C-124, ainsi que le type 12, donc qui est marqué en chiffres romains, et qui est un code utilisé par le service de fabrication des avions pour gérer la production des caudrons G3. Puisque ce caudron G3, il fait partie des 4 types d'avions qui ont été retenus en 1914 par l'armée afin de standardiser la production durant la Grande Guerre de 1914 à 1918. Et ces caudrons G3 donc, ont été fabriqués non seulement par les usines Caudron, à Issy-les-Moulineaux et à Lyon, mais aussi par d'autres sociétés de construction aéronautique comme Despaires-du-Saint et Blériot et d'autres encore. Donc le service de fabrication des avions a eu besoin de codifier toutes ces fabrications qui subirent au cours de leur exécution de multiples modifications. Et cette codification était nécessaire pour le suivi des pièces détachées. Alors, il faut savoir que cet avion, donc, qui a été construit en grand nombre pour les besoins de la guerre, a été construit à peu près 2500 exemplaires, et c'est le premier avion à avoir été fabriqué à une telle échelle dans l'histoire de l'aviation de cette époque. Alors notre avion du musée, il fait partie des premiers aéronefs de la collection du musée de l'aéronautique. Il porte le numéro d'inventaire 20 et il a été donné par la maison Caudron. Donc, il est mentionné pour la première fois dans le journal officiel du 2 mars 1923, parmi les dons et legs acceptés par l'État via le ministère des Travaux publics au profit du musée de l'aéronautique, comme on appelait alors le musée de l'air et de l'espace. Donc, vous le voyez là, à Chalais-Meudon, exposé dans l'un des bâtiments du musée tel qu'il existait alors. Alors, après avoir vu l'aéronef lui-même, je voudrais vous montrer maintenant quelques-unes de ces représentations qui figurent dans les collections du musée. Alors, il s'agit là d'une peinture à la gouache, sur la gauche, de Paul Langelet, qui est un artiste bien représenté dans les collections du musée. Cet artiste a fait partie, à partir de 1936, des peintres de l'air, donc des peintres officiels du ministère de l'air, comme il s'appelait alors. Et sur cette représentation, vous voyez justement la place du pilote sur le caudron G3 à l'avant. Un observateur est à l'arrière et il est en train d'exécuter un réglage pour l'artillerie. Donc on le voit tirer 2 fusées rouges vers les positions ennemies, donc situées en bas. Et derrière ce caudron G3, un chasseur Newport 17 assure la protection du caudron contre une éventuelle attaque d'un chasseur allemand. Donc ce tableau, il témoigne d'une des utilisations du caudron G3 au cours de la Première Guerre mondiale. Donc il a été utilisé comme avion de reconnaissance jusqu'en 1916. Et il a également servi au réglage de l'artillerie, également au lancement de fléchettes. Et certains appareils ont aussi été modifiés pour réaliser des photographies aériennes. Il a également servi, après 1916, comme avion-école durant toute la Première Guerre mondiale, et des milliers de pilotes ont fait leur apprentissage au pilotage sur cet appareil.
Parmi eux, de très grands noms comme René Fonck et Alfred Fonval, par exemple. Alors cet avion, il a été choisi en raison de ses qualités, notamment de sa grande maniabilité, puisqu'il sait pardonner un certain nombre de fautes de pilotage, et il est aussi apprécié pour sa grande simplicité de montage. Les manuels disent qu'il se monte et se démonte en 30 minutes, sans réglage, et que donc cette légèreté et cette souplesse d'utilisation en ont fait un avion de choix pour l'armée. Voilà une autre représentation du G3, un autre G3 célèbre qui est l'appareil de Pierre Chanteloup, un pilote qui s'est fait notamment connaître pour avoir réalisé le premier looping avec un biplan sur un caudron G3. En 1917. Pierre Chanteloup, c'est un excellent pilote qui s'est illustré pendant la Première Guerre mondiale et puis a été pilote d'essai chez Caudron tout le restant de sa carrière. Ah, d'accord, j'accélère pour vous présenter voilà, d'autres représentations, cette fois d'un autre peintre de l'air, de Marcel Jean-Jean, qui a réalisé les illustrations de cette série d'assiettes à dessert réservées aux membres de l'association Les Vieilles Tiges. Donc assiette service qui fait partie aussi des collections du musée. Cette représentation du caudron au sein du musée existe aussi à travers les très riches collections de notre centre de documentation. Donc vous voyez là quelques exemplaires de notices d'entretien, de montage, de démontage et de remontage, de nomenclature des pièces détachées, mais aussi des plans. Donc il y a en tout 39 plans du caudron G3 conservés au centre de documentation sur les 346 plans caudron qui existent dans nos collections et qui sont d'ailleurs actuellement en cours de numérisation pour être partagés avec le plus grand nombre. Des photos, bien sûr, en nombre que je n'ai pas dénombré, justement, de caudron G3, dont vous voyez ici un pêle-mêle. Et voilà, je termine ce petit tour d'horizon avec qui permet finalement, qui vous a permis, j'espère, de vous rendre compte des nombreux témoignages qui existent sur ce caudron G3, à la fois l'objet technique lui-même, mais aussi ses représentations, maquettes, objets du quotidien, photographies, documents techniques. Donc tout cela met en valeur finalement l'importance de cet appareil dans l'histoire de l'aéronautique. Et je termine sur ces photos d'Adrienne, qui a été la principale ambassadrice de ce caudron G3, notamment à travers l'exploit qu'elle a réalisé il y a 100 ans lors de la traversée des Andes. Juste un petit mot pour dire qu'il a formé des pilotes jusqu'en 1933 et il a formé plus de 17 000 pilotes en France, et que Cathy nous parlera du baquet de la cellule qui était plutôt en bois, pas du tout matelassé peut-être pour les militaires mais pas pour les autres pilotes. Et voilà, et pour dire que les ailes sont des ailes sesquiplans, on dit en termes techniques sesquiplans, et que les amortisseurs étaient des sandeaux, des élastiques, pour vous donner une idée un petit peu de la souplesse de la chose. Voilà.
Merci pour cette richesse dans votre musée. On verra avec Sylvie tout à l'heure aussi, qui est archiviste. Effectivement, les frères Caudron étaient des fermiers qui, comme le Brice, ont adapté, qui le premier a fait voler une barque avec des ailes tirées par un cheval. Donc, c'était des expériences absolument audacieuses et qui ont mené à une industrie extraordinaire. On peut vraiment admirer la fabrication des frères Caudron. Je vais passer la parole. Je pense que vous pourrez revoir. On n'aura peut-être pas le temps de passer le film qui a été tourné avec TF1 à la Ferté-Alais avec Cathy Tamer et l'amicale Jean-Baptiste Salis, qui est une association qui fait voler donc un musée volant. Et ça, c'est absolument unique en Europe. Il y a donc le meeting de la Ferté qui est un petit peu suspendu à cause des conditions sanitaires et donc ils ont besoin de beaucoup d'aide parce que c'est coûteux. Mais en tout cas, c'est très précieux d'avoir un patrimoine aussi bien entretenu. Vous pourrez le voir en replay, c'était l'émission, donc le reportage TF1 du 20h du 28 mars. Je vais passer la parole à Cathy et à Jean-Pierre Chelet, donc pour nous donner leurs impressions des Caudrons du G3. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'accueillir ici. Effectivement, j'ai la chance, grâce à l'amicale Jean-Baptiste Salis, de pouvoir piloter cet avion d'exception, puisque c'est le seul qui vole actuellement au monde, si je ne me trompe pas, pour l'instant, grâce à une équipe de bénévoles qui l'entretiennent et qui travaillent dessus régulièrement pour qu'il puisse rester en vol. C'est une réplique avec un moteur Walter de 120 chevaux. Il y a très peu d'équipement. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le badin, c'est l'espèce de truc triangulaire qui nous donne juste une indication de vitesse, à savoir si on est pas assez vite ou trop vite. Un contour et puis un truc qui nous dit si l'huile est à peu près chaude. Enfin bref, voilà, pas grand-chose d'autre. L'essence, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien du tout. C'est assez rudimentaire également à l'intérieur. On a un bac qui n'est pas très confortable. Pour une personne comme moi qui n'est pas très grande, je suis obligée de mettre plein de coussins derrière moi et je m'assois sur le bord du banc pour pouvoir toucher les palonniers. Et encore, à chaque fois que je veux mettre du pied à droite, je suis obligée d'y aller comme ça et comme ça. On a la chance quand même d'avoir une ceinture de sécurité, mais on ne s'amuse pas à faire des loopings avec parce que c'est un avion d'exception et qu'il est fragile et qu'on n'a pas envie de le casser. Surtout qu'il n'est pas assuré parce que ça coûte trop cher et que l'association n'en a pas les moyens. Voilà. Donc, mais par contre, c'est pas très difficile à piloter. C'est comme tous les avions, hein, il y a des choses à faire et d'autres à pas faire. Et une fois qu'on sait, grâce à Jean-Pierre Laffy qui m'a formé dessus, je pense qu'on peut voler en toute sécurité. Avec toutefois un petit bémol, c'est que c'est un avion ancien. On peut avoir une panne moteur et donc on fait toujours attention, dans la mesure du possible, en dehors des meetings, à survoler des zones où on peut éventuellement se poser en cas de panne moteur. Voilà, parce qu'on tient à cet avion et puis aussi à notre vie, bien sûr. Voilà, je pense que je vais passer la parole à... Donc, je m'appelle Jean-Pierre Chelet, j'appartiens à l'association Renaissance du Caudron Simoun. Et dans cette activité-là, nous nous occupons à restaurer un avion qui est le Caudron Simoun, un des derniers exemplaires, le dernier exemplaire d'un Caudron Simoun que nous souhaitons remettre en vol. Dans cette activité-là, donc on abandonne un peu le G3 et on se projette dans les années 30, où donc on a vu que Gaston Caudron a disparu, René
s'occupe de faire fonctionner l'association Caudron. On a vu dernièrement là, avec Colline que les femmes ont commencé à peupler l'univers Caudron dès l'école du Cros 3. Une des principales a été Collie Bessie Coleman, qui a eu en tant que femme de couleur et américaine un des premiers brevets de pilotage à l'école du Cros 3. C'est donc à travers les femmes que nous avons rencontré l'association française des femmes pilotes, et surtout sur des commémorations de femmes célèbres qui ont été les commémorations et les évocations autour des deux Maryse Bastier et Maryse Hiltz, qui se sont illustrées sur le Caudron Simoun, et plus particulièrement Hélène Boucher, qui donc au sein de l'écurie Caudron a battu des records de vitesse avec les fameux Caudron Rafale. Donc l'univers Caudron est peuplé de femmes. La plus célèbre, bien sûr, est celle qu'on évoque aujourd'hui, est Adrienne Bolland. Et je viens ici juste pour vous témoigner que cette activité de restauration d'un avion n'est pas uniquement une activité de savoir-faire sur les mécaniques, de savoir-faire sur la remise en état d'un avion. C'est aussi une épopée, et vous verrez cela dans les foils, dans les transparents que je vous proposerai. C'est aussi une épopée de rencontres et de témoignages. Et c'est ainsi que vous pouvez, dans cette activité-là, et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, grâce à deux outils exceptionnels, un qui s'appelle Gallica, qui est l'outil de la BNF, qui est de la Bibliothèque nationale de France, et qui a numérisé l'ensemble de la presse de l'époque, de cette époque qui va de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'au début de la Deuxième. La presse est numérisée et vous pouvez retrouver donc dans des articles de presse l'ensemble des témoignages de tous ces acteurs et de ces actrices de l'aviation française. La deuxième chose dont il faut parler ici, c'est la publication sur les réseaux sociaux. La publication de votre activité sur les réseaux sociaux fait que vous recevez des coups de téléphone exceptionnels. C'est ainsi qu'on peut vous appeler de Sao Paulo, où un jeune homme se pose quelques questions sur... Un jeune homme se pose quelques questions sur son grand-père et il nous explique son grand-père a possédé un Caudron Simoun et qu'il voudrait en témoigner, et que son grand-père aussi a piloté essentiellement 2 avions, mais que son grand-père a reçu son premier baptême de l'air avec une aviatrice française dont il recherche le nom. Ce dont il se souvient, ce que le grand-père a toujours dit: je décollais d'une plage, l'avion était en toile, j'ai tellement eu de sable dans les yeux que j'ai rien vu de mon vol, mais je me suis souvenu du nom du constructeur de l'avion. Il s'appelait Caudron, et par la suite le grand-père fait l'acquisition de 2 avions Caudron, un Aiglon et un Simoun, qui ont été de nombreuses fois photographiés au Brésil. C'est ainsi que vous pouvez recevoir un coup de téléphone ou un appel téléphonique d'un passionné Caudron depuis la Belgique qui vous dit: écoutez, je suis un homme vieillissant, j'ai passé ma vie et j'ai été captivé par toute l'histoire Caudron. J'ai publié 2 volumes à cette occasion-là. C'était un franco-belge qui s'appelait André Hoé, et André Hoé nous expliquer qu'il voulait nous remettre, en fait, compte son fonds documentaire. C'est ainsi que vous héritez de cette façon-là d'un fonds documentaire sur l'ensemble des Caudrons. L'association possède le fonds documentaire d'André Hoé, qui a été un des pères fondateurs du musée de Bruxelles. De multiples témoignages vous arrivent un peu grâce toujours aux réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on peut vous appeler de Mehun-sur-Yerres, au cœur du Berry, où un conservateur d'un musée médiéval vous dit: écoutez, on vient de me remettre des boîtes de chaussures
Je viens d'en faire l'inventaire. J'ai demandé à une étudiante qui était en stage dans mon musée d'en faire l'inventaire. Il s'agit du mécanicien de Saint-Exupéry qui volait sur Caudron-Simoun, qui a compilé au cours de ces différents raids avec Saint-Exupéry un certain nombre de documents. Je voudrais, si vous pouviez vous arrêter et si l'on pouvait regarder ensemble de quoi il s'agit. Et vous découvrez au cœur du Berry la gourde dont Saint-Exupéry parle, qui leur a sauvé, enfin leur a permis de boire lors d'un crash célèbre au milieu du désert d'Égypte. La gourde de Saint-Exupéry, vous pouvez découvrir que le mécanicien se livrait à de l'écriture, où il réécrivait tous les incidents et tous les voyages qu'il faisait avec Saint-Exupéry. Vous redécouvrez au cœur du Berry les cartes de navigation à utiliser à l'époque, où le pilote et le copilote, où le pilote et le mécanicien correspondaient par écrit, parce que le bruit à l'intérieur de la cabine était tel qu'ils ne pouvaient se parler. Donc c'est à travers dans ce remise en état d'un patrimoine en mouvement, puisque c'est l'expression consacrée maintenant, c'est cela, un patrimoine en mouvement. C'est un patrimoine. Vous replongez dans un univers qui était l'univers de Caudron de l'époque. Et pour ce faire, on doit remercier essentiellement Gaumont-Pathé qui met en ligne, et vous pouvez voir sur le site de Gaumont-Pathé les actualités cinématographiques qui vous montrent les différents acteurs de l'époque. Vous pouvez retrouver à travers, donc j'en ai déjà parlé, Gallica, l'ensemble des publications de l'époque, et ça c'est un outil exceptionnel. Et bien sûr grâce au musée de l'Air qui nous permet de temps en temps d'accéder à son Caudron-Simoun. Il faut que vous sachiez que toute la documentation et toute la partie documentaire de Caudron a disparu en deux occasions. On pense qu'un aérodynamicien de génie qui s'appelait Marcel Riffard a fait disparaître sa documentation au moment de la débâcle, c'est-à-dire dans les années 38. Et la deuxième chose qui s'est produite sur ce qui était de la production Caudron, les usines Caudron ont été bombardées à Issy-les-Moulineaux. Il ne reste aujourd'hui aucun document sur toute la construction Caudron. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ces merveilleux souvenirs remontés par les internautes. C'est ce qui fait la richesse des associations pour pouvoir partager tout cela, les contacts et puis le partage pédagogique pour tout le monde, pour le public. Et également, on a besoin des conservateurs, des archivistes. Madame Sylvie Lallemand, que nous visitons de temps en temps pour l'association des femmes pilotes, va vous parler de son travail. Bonjour à tous, je remercie Jean-Pierre qui a bien défini déjà le travail des archives entre les personnes qui vous contactent et qui vous délivrent des boîtes à chaussures dans lesquelles on trouve des pépites. Eh bien, c'est un petit peu, cela résume très bien le métier que je fais, où on nous propose parfois des choses exceptionnelles dans des contenants tout à fait ordinaires. Donc, je me présente, Sylvie Lallemand, responsable du centre de documentation et du musée de l'air et de l'espace. Et pour vous dire que le centre de documentation est avant tout un centre de ressources documentaires, un lieu d'archives patrimoniales, une grande réserve de bibliothèques spécialisées. Vous avez pu voir, grâce à Rosen, quelques éléments de notre collection photographique. Et tout cela au service de la mémoire du fait aérien, et là en particulier des exploits féminins. C'est un lieu qui est ouvert à tous, chercheurs, passionnés, néophytes, experts, étudiants, tous les jeunes, etc. C'est vraiment un lieu que nous espérons pouvoir réouvrir bientôt. Et en particulier, nous allons nous installer très prochainement au centre de la Grande Galerie et nous aurons ainsi une plus grande visibilité et nous espérons à cette occasion pouvoir offrir notre patrimoine à tous.
Donc la volonté du département recherche et documentation, c'est bien entendu collecter, conserver et diffuser ce patrimoine au plus grand nombre. La politique d'accroissement des fonds et la collecte de tous les documents est à l'honneur aujourd'hui dans le domaine de l'aéronautique féminin et bien sûr nous recevons avec plaisir souvent les offres qui nous sont proposées d'archives et nous en sommes très heureux. Alors pour débuter, je voulais faire un petit clin d'œil à notre période où nous sommes tous masqués et depuis 1 an, nous travaillons ensemble, nous nous rencontrons et nous ne nous voyons plus sourire. Et pour vous dévoiler un petit peu la richesse et la beauté de notre collection photographique, je voulais commencer par vous offrir ces sourires de femmes, ces sourires exceptionnels de joie où elles partagent avec nous à la fois leur engouement et leur passion pour l'aéronautique. Là, vous avez donc le sourire d'Hélène Boucher. Voici Marie Ziltz, également rayonnante. Je passe vite, mais c'est simplement pour vous faire apprécier. Le bonheur de voler. Voilà, à la fois le bonheur de voler et puis ces sourires qui nous manquent quand même depuis quelque temps. Voici Edmé Jarlot également, très élégante sur son appareil de démonstration. Là, nous terminons bien sûr par le sourire et la gouaille d'Adrienne Bolland qui, sur sa gauche, est accompagnée d'Hélène Boucher. Elle avait beaucoup d'humour. Oui, beaucoup de gouaille, beaucoup d'humour, décapant. oui, tout à fait. Et elle ne se laissait pas faire. À quiconque elle parlait, elle avait le même langage. Donc, je vais vous présenter rapidement la collection qui est riche du département recherche et documentation, puisqu'elle se compose d'une collection photographique exceptionnelle, documentant le fait aérien depuis les premiers aéronautes jusqu'à nos jours. Nous avons collecté depuis des vidéos et des reportages d'actualité d'aujourd'hui. Nous avons également une collection d'archives sonores, mais une collection d'ouvrages, plus de 40 000 ouvrages documentant le fait aérien depuis les frères Montgolfier et jusque également à nos jours. Nous avons 2500 titres de revues, dont 80 titres en vivant, c'est-à-dire en abonnement. Ces titres de revues anciennes dont vous parliez, Jean-Pierre, comme La vie aérienne, La vie au grand air, L'aéronaute, sont effectivement numérisés, sont conservés au musée de l'air et de l'espace, mais sont accessibles par le site Gallica. Et effectivement, nous n'avons donc pas fait le choix de numériser ces revues qui sont déjà accessibles. Une collection de plus de 10 000 notices techniques extrêmement demandées par les chercheurs et une collection de 35 000 plans qui est certainement une collection unique au monde également. Enfin, nous avons une collection que l'on peut considérer comme unique également en ce qui concerne les archives privées, les manuscrits, les autographes et des fonds privés. Cette collection est entièrement à la disposition du public qui, j'espère, viendra nombreux dès notre ouverture. Alors, ce que je voulais vous présenter rapidement ensuite, parce que notre collection est très riche, comme je vous le disais, j'avais envie de valoriser plus particulièrement les manuscrits qui sont des ressources que j'appelle discrètes, car elles sont très rarement exposées au cours des expositions temporaires ou permanentes, et elles sont pourtant la source primaire de nos chercheurs, et elles donnent particulièrement un éclairage très spécifique sur les personnages, les événements qui ont fait l'histoire de l'aéronautique.
En effet, je vais vous présenter quelques lettres qui révèlent l'intime de ces personnalités que nous connaissons à travers des événements, des dates et des commémorations. Et en fait, on oublie que derrière, il y a parfois des personnages qui ont vécu une vie comme tout le monde et qui ont souffert ou qui ont été heureux. Et on s'éloigne forcément de l'exploit héroïque. Mais malgré tout, on retrouve dans ces archives souvent le courage, la pugnacité qu'il a fallu à ces femmes pour obtenir la place qui reste encore à conquérir tous les jours. Là, vous avez justement une lettre de la baronne de la Roche qui a été évoquée et qui est la première femme pilote à avoir été brevetée. Et voyez-vous, elle fait part de sa grande douleur et l'on suppose, étant donné la date, que c'est consécutif à la mort de son compagnon, Charles Voisin, qui s'est tué en voiture et qui a eu un accident automobile. Et elle cite sa passion donc pour l'aviation qui lui permet finalement de tenir debout. Et cette lettre est donc donne un éclairage très, très émouvant de cette femme d'exception. Là, vous avez une lettre manuscrite d'Hélène Boucher. Et là, c'est pareil, c'est un témoignage très, très émouvant et très particulier. Parce qu'Hélène Boucher, à l'époque où elle écrit cette lettre, n'est pas la jeune femme des exploits et des records, mais la toute jeune élève qui se destine à sa gloire et qui va intégrer l'école de Mont-de-Marsan et qui fait dans cette lettre allusion à l'achat d'un avion, donc d'un motte, par son père. Et elle marque « J'ai un avion, papa m'a acheté un avion, il s'est finalement laissé attendrir ». Et on imagine derrière cette jeune femme pugnace, volontaire et décidée qui a dû tanner son père pour obtenir cet appareil avec lequel elle rentrera et elle sera diplômée à l'école de Mont-de-Marsan. Alors d'ailleurs, Adrienne Bolland a été conseillère pour l'ouverture de cet aéroclub et elle a remarqué Hélène Boucher qu'elle a trouvée pilote précocement bonne. Et Adrienne a eu une bourse de la vocation, on en parlera après. Voilà, c'est... Pardon, Hélène Boucher. Hélène Boucher, oui. Là, vous avez une carte de vœux qui a été adressée, alors on ignore à qui elle a été adressée, mais cette carte de vœux est de Valérie André. Donc, bien sûr, pour nous connaissons toutes Valérie et tous Valérie André, mais c'est une femme exceptionnelle que je vous invite à découvrir pour ceux qui nous écoutent. Et ce document fait allusion précisément au cours de ses vœux à la nomination de la première femme pilote de chasse en 1999. Si vous arrivez à lire, j'en profite pour attendez, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, elle y fait allusion. Et ce qui est exceptionnel, c'est que Valérie André est une femme qui a lutté contre les quotas d'entrée dans l'armée de l'air, qui a essayé de toujours permettre l'entrée dans les écoles aux femmes et qui a vu donc son combat récompensé par... Alors effectivement, l'association française des femmes pilotes avait aussi écrit et agi juridiquement pour ces élus. Il y a eu des quotas négatifs à l'armée de l'air au départ. Tout à fait. En 96. Donc là, après, à la sélection où Caroline Aigle est rentrée, le quota négatif, il était sévère. Hein. C'était 3 places de femmes pour 63 hommes. Et donc juridiquement, ça a sauté après. Et voilà. Et oui, d'ailleurs dans nos archives, nous avons de la part de plusieurs courriers émanant de Madame de Bourgard, donc qui écrit à l'ENAC et à d'autres en soutenant l'ouverture, parce que les femmes pouvaient participer aux cours, pouvaient être élèves, mais ne pouvaient pas intégrer en tant que pilote. Et c'est Adrienne Bolland qui a médaillé Valérie André en revenant de Dien Bien Phu
après, parce qu'elle a fait des transports très importants pendant Voilà, la guerre d'Indochine. Et c'est Adrienne Bolland qui lui a donné sa médaille de l'Aéroclub de France. Voilà, une belle solidarité et surtout ces femmes ont été non seulement solidaires, mais voilà, elles se sont transmis ce message de lutte pour arriver à en faire leur métier et à en faire leur passion. Je terminerai par confiez-nous vos archives, oui, parce que, vous voyez, ces témoignages-là éclairent d'une manière tout à fait particulière la vie de ces femmes et également de ces hommes qui ont écrit l'histoire de l'aéronautique. Et nous avons fait dernièrement l'acquisition d'un fonds extrêmement riche d'archives privées qui nous a été donné par la nièce de Marie Ziltz. Et nous avons engagé cette année avec notre tutelle, la DPMA, la Direction du patrimoine des musées et des archives, la numérisation de ce fonds. Nous avons également acquis donc, un petit fonds consacré à Hélène Boucher, mais qui est extrêmement intéressant aussi et qui documente donc sa jeunesse avant d'être la femme des records. Donc nous avons conduit, bien entendu, bien avant que je sois responsable du département des chantiers sur les archives, mais nous priorisons depuis 2018 l'identification, le tri, le traitement des archives, la conservation en vue d'une diffusion et donc d'une visibilité de ce patrimoine extrêmement riche. Donc, bien entendu, je profite de cette journée pour appeler tous les passionnés ou tous ceux qui ont des boîtes de chaussures dans leur grenier de bien vouloir nous contacter, nous les céder, nous en prendrons grand soin. Voilà. Très important d'avoir des professionnels qui puissent, parce qu'il y a beaucoup d'archives qui peuvent s'abîmer très vite et on ne pourra plus du tout les lire. Et merci d'avoir mis beaucoup d'humanité dans votre exposé. Par les temps qui courent, c'est important des sourires et de l'humanité. Donc je vais laisser la parole à Colline Berry pour parler donc de l'exploit d'Adrienne, le 1er avril. Oui ? Voilà. Je vais préciser quand même que ce G3, il s'était posé sur le toit des Galeries Lafayette grâce à Jules Védrine. Pourquoi ? C'était pour montrer qu'il pouvait atterrir très court. Et en effet, il atterrissait en 60 mètres et il pouvait décoller en 60 mètres. Et que quand il atterrissait, il le faisait à la vitesse d'un cheval au galop, disait voilà, la précision technique. Autre chose, René Caudron a été le premier homme au monde à vendre des avions en Chine, puisque 12 G3 sont partis en 1912 avec lui sur le transsibérien jusqu'à Pékin, et c'est la première personne au monde à avoir pris des photos aériennes de la cité interdite. Ça n'a l'air de rien, mais ce serait intéressant, voire passionnant, de contacter la Chine d'ici quelques temps, parce qu'ils ont des archives incroyables. Ils ont décoré René Caudron, bien sûr, qui est venu, qui a fait voler le ministre, qui a fait voler l'empereur. Enfin, ça a été un moment monumental. Et normalement, on devrait pouvoir faire évoluer également ce bout de mémoire. Alors, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas forcément de boîte à chaussures. Et moi, j'attends beaucoup dans l'avenir que toute la génération aujourd'hui qui a un certain âge et qui a connu les meetings des années 30-40, puisque sur les photos anciennes, on voit qu'il y a des gens avec des appareils photo, des gens avec des caméras. Donc il y a toute une génération qui a filmé tous les meetings. Adrienne Bolland a volé en meeting de 1923 de 1920 à 1939, et donc il y a des centaines et des milliers de documents visuels, audio, des bobines Super 8, sonores, non sonores, des autographes, des cartes postales, des billets de baptême de l'air. Et vous allez comprendre pourquoi il y a autant de documents sur elle. Et je pense que, puisque j'ai découvert qu'il y avait quelque chose comme, non pas dans la web-série, je dis qu'il y a à peu près 400 articles de presse. Non. Je pense qu'il faut doubler par 10, parce que rien que dans les archives du musée d'Air France, je viens de découvrir
qu'il y a plus de 500 articles de presse, rien que pour 1921. Donc, on a un trésor. Et il faut que je demande maintenant les visuels sur la traversée de la cordillère des Andes. La fin de, il faut reprendre après le brevet. Donc vous savez qu'elle a eu son brevet, elle a réussi à avoir un premier avion, le FABU, dont j'ai d'ailleurs rencontré par hasard le premier propriétaire avant que celui-ci n'intègre une école d'aviation. Et puis comme elle était douée, eh bien ça y est, c'est bon, il lui a fait faire quelques petits exploits avant les Andes. Elle a réalisé un looping pour avoir cet avion. Et puis elle a fait un premier meeting à Rouen, elle est passée sous le pont de Transborder, mais pas du tout, c'était pas du tout un exploit, c'était même pas fait exprès, elle s'était perdue. Elle était tellement contente de faire un meeting qu'elle s'est perdue, et puis Caudron avait besoin de publicité, donc il lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle traverse la Manche, et comme ça, ce serait extrêmement bon pour les affaires. Elle a mis un certain temps pour le faire, vous le verrez dans la web-série et dans les livres, ça a été toute une aventure, mais elle l'a traversée. Elle a failli se tuer d'ailleurs, entre nous soit dit. Et puis au mois d'octobre, elle était dans le plus grand meeting international en France, à Buc, au sud de Versailles. Et la voici, seule femme dans ce meeting international. Sur cette photo, vous avez l'apparition dans l'illustration. À droite, vous avez un jeune homme qui, lui, Védrine, s'était posé sur le toit des Galeries Lafayette avec un G3, mais à droite vous avez Auguste Maïcon qui lui était passé sous le pont du Var avec ce même avion. C'était vraiment deux amis, ils seront amis jusqu'à leur mort en 1975. Et derrière encore vous avez Marcel Doré avec la moustache, avec le chapeau mou, qui était un de nos grands voltigeurs. Et puis juste à droite vous avez Monsieur Pinsard qui était également un grand pilote. Évidemment tout ce monde-là, Auguste Maïcon avait fait la guerre 14-18 en avion, il a été instructeur chez Caudron, et dans ce meeting, elle se rend compte de plusieurs choses. Il n'y a que des hommes, il n'y a que des militaires. Elle n'a, entre guillemets, pas sa place en tant que femme, donc il va falloir qu'elle aille encore plus loin dans les records et dans la violence de ce qu'elle veut vivre pour se faire remarquer. Voilà son constat. Et elle va entendre parler de la cordillère des Andes, et elle va demander... Bonjour, c'est Clémentine. Et elle va demander... Donc là, il faut qu'on aille en Amérique du Sud, il faut qu'on arrive aux cartes. Et elle va entendre parler de la cordillère des Andes, qu'il y a une place de Maccabée, et pourquoi pas, puisqu'en Europe, tout était fait. Caudron avait refusé qu'elle fasse un tour d'Europe, ce qu'elle voulait faire au départ. Et à ce moment-là, eh bien, Caudron décide de la faire partir avec un de ses mécaniciens, un tout jeune homme, René Dupérier, et deux Caudrons. Il faut savoir que les constructeurs, après la Première Guerre mondiale, se sont retrouvés avec un stock d'avions de guerre sur lesquels ils payaient des impôts. Ce qui était très ennuyeux pour eux, parce qu'ils s'étaient fait beaucoup d'argent, et comme l'État français avait su qu'ils s'étaient fait beaucoup d'argent, il fallait qu'ils rendent un petit peu de cet argent. Donc, ils n'avaient pas le choix, et leur lien avec l'Amérique du Sud était, entre guillemets, aussi pour vendre tous ces avions, et donc c'est donc tous nos avions de guerre qui ont débuté dans les aérodromes brésiliens, argentins, uruguayens, paraguayens. Et c'est comme ça qu'Adrienne Bolland se retrouve avec deux avions mis en caisse démontés, bien sûr, non immatriculés, qu'elle avait vocation à vendre. Elle n'y allait pas du tout pour traverser la cordillère des Andes, elle ne savait même pas ce que c'était qu'une montagne, elle n'avait fait que des vols de convoyage d'une demi-heure ou d'une heure. Elle voulait juste marquer le coup et se faire une place dans ce métier et gagner beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas le choix, il faut faire des records. Mais si nous n'avons pas c'était parler de son exploit. Le 1er avril, elle est partie, au lieu d'avoir un mécanicien, elle a pris un réservoir supplémentaire. Mais on n'aura pas du tout le... Non. Donc, il nous reste 5 minutes. S'il n'y a pas du tout de traversée, je vous laisse aller sur la web-série pour la suivre en entier. Elle est partie de France le 4 décembre, elle va arriver à Buenos Aires le 23 décembre.
Pour des raisons politiques, elle va seulement pouvoir commencer ses vols au mois de janvier, fin janvier. Et là, ce sera l'aventure, parce qu'elle va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de concurrence, il n'y a que des hommes, encore une fois, militaires. Et elle va surtout apprendre qu'à Mendoza, il y a eu un tremblement de terre, et que si elle va voler à Mendoza, elle ne sait absolument pas où est Mendoza, elle sait que c'est près de la cordillère des Andes, elle va aider cette population à rebâtir, à trouver des donateurs, des fonds, et donc à rebâtir la ville. Elle va à ce moment-là décider que, puisque tout le monde se fiche d'elle à Buenos Aires, avec son G3, parce qu'ils sont tous les 6 pilotes qui ont traversé la cordillère avant elle l'ont fait avec des engins qui faisaient 300 chevaux, qui avaient un plafond de 6000 mètres. Le plafond, c'est l'altitude maximale. Elle, son G3, c'est entre guillemets 4200 mètres. Donc, d'abord, elle commence par battre le record d'altitude avec le G3 à Buenos Aires. Elle se fait remarquer, puisqu'elle va jusqu'à 4850 mètres, c'est-à-dire presque 5 km d'altitude, avec son mécanicien. Donc elle sait qu'elle peut battre le plafond, elle peut aller au-delà du plafond. Mais bon, elle n'est pas à la montagne. Au mois de février, elle part. Elle fait mettre un avion en caisse à Mendoza. Et à Mendoza, elle va devoir attendre, puisqu'évidemment, l'aviation, c'est la technique et la météo. Le talent est un petit plus, mais au départ, c'est la météo. Et elle va faire plusieurs essais. Elle va faire un premier essai le 28, un autre essai le 30, et elle va, à chacun de ces essais, rebrousser chemin à un endroit donné qui s'appelle la vallée d'Uspallata. Je vous laisse aller sur Google Earth et visiter le simulateur et vous amuser à suivre le trajet qu'elle a parcouru. Et le 31 avril, son mécanicien lui apprend qu'une nouvelle magnéto, une nouvelle, on va dire, batterie pour le G3 est arrivée, qu'elle est remontée. Elle ne dort plus depuis 3 jours et elle décide de partir, et elle a même le culot de dire le 1er avril, après s'être harnachée d'une certaine façon. Et si Adrienne Bolland est partie en pyjama, ça n'est pas du tout pour faire rire le public français, c'est simplement parce que son mécanicien avait doublé son réservoir, puisque la cordillère, vous allez le découvrir sur Google Earth, c'est une horreur, c'est un labyrinthe, c'est un dédale de pointe, hein, c'est un tapis de fakir, comme elle le disait elle-même. Et il va falloir qu'elle passe dans des vallées. Elle n'a jamais survolé, elle était dans la vallée, elle était à 400 mètres du sol, et elle sait qu'elle peut se perdre dans ce dédale, donc son mécanicien a doublé le réservoir, elle peut voler 9 heures au lieu de 4 heures. Elle est partie dans des conditions sidérantes, en pyjama, puisque comme il avait doublé le réservoir, il fallait qu'elle parte léger. Il avait rajouté du poids, c'est une contrainte technique. Et elle va jusqu'à la vallée, elle sait aller jusqu'à la vallée, et c'est après que va se compliquer son chemin, puisqu'elle va se trouver dans un endroit où elle pourra choisir. Et le choix en aviation, c'est quelque chose de très complexe. Auparavant, elle a déjà connu un sur place, un vent de face qui l'a arrêté pendant 20 minutes, elle va en avoir un second, et à un moment donné, elle voit l'Aconcagua. Vous verrez sur Google Earth, c'est une belle montagne qui fait 7 km de haut. Évidemment, elle la voit, mais elle la voit mal. En G3, on ne voit rien devant. On peut voir qu'à main droite ou à main gauche. Donc quand vous êtes dans une vallée, engouffré dans une vallée, vous ne pouvez que subir les vents qui arrivent des vallées latérales, et vous repérez à des choses que vous survolez en vous penchant. Et en se penchant, elle va apercevoir un lac, et elle va se souvenir que quelqu'un était venu la voir à Buenos Aires, qui venait de la part d'un Indien des Andes, et qui lui avait dit, quand vous verrez ce petit lac, si vous allez en direction de la montagne, vous êtes morte, il faut aller de l'autre côté. Donc le télégraphe, qui la suit attentivement, va s'apercevoir qu'elle fait un tour et qu'elle tourne et qu'elle hésite, puisque tout le monde voulait la voir se casser la figure, et elle se demande si cette femme qui était venue lui donner un conseil, est-ce que c'était pas un conseil pour qu'elle se tue? Donc elle hésite, et au bout de 10 minutes, elle suit finalement, elle racontera plus tard, en se souvenant du regard généreux de cette femme, elle suit son intuition, et elle va du côté le plus dangereux. Regardez sur Google Earth, vous comprendrez, ou dans la web-série, puisque je montre la carte, et elle va à gauche,
à ce moment-là arrive une chose terrible, c'est qu'elle regarde en bas, on lui a parlé d'un certain Matienzo qui s'était pris la montagne de plein fouet, et elle voit des choses blanches au sol, elle se demande si c'est pas l'avion de Matienzo, elle se penche, et quand il sait combien, quand on se penche de la cellule, on se prend le vent, et le vent glacé casse ses lunettes, donc elle n'a plus de lunettes. Elle sait déjà qu'elle a du sang qui coule partout, donc elle est frigorifiée. Il fait moins 20 degrés à 3000 mètres, je le rappelle. Donc elle est déjà complètement frigorifiée. Et elle suit la gauche. On lui a dit qu'il y avait un Cristo Redendor, une sculpture en bronze. Elle aperçoit quelque chose, d'ailleurs. Elle n'a pas, je vous rappelle qu'elle n'a pas de bouteille d'oxygène, qu'elle n'a pas de ceinture. Si, elle s'est fait mettre une ceinture de sécurité quand même. Mais elle n'a rien, elle a juste de l'eau qui a gelé, son altimètre a gelé. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'elle continue à gauche. Ses roues frôlent la montagne, dira-t-elle. Et puis à un moment donné, effectivement, vous le voyez, on le voit très bien quand on passe la cordillère, en bus, puisque les voitures passent par là. Eh bien, miracle, la chaleur de la montagne rouge va la faire s'élever. Et elle dira qu'elle l'a senti comme une main qui la prenait. Et elle passe. Elle ne sait pas ce qu'elle passe. Nous, on sait qu'elle passe en fait la frontière entre l'Argentine et le Chili, sur un endroit qui s'appelle Los Caracoles, qui est vraiment un pic terrible. Et pendant ce temps, avant, elle avait suivi le chemin de fer, mais le chemin de fer étant parti dans la cordillère, il y a des tunnels, il n'y a plus rien. Et elle redescend, mais rien n'est terminé, puisqu'en redescendant, il y a encore un autre labyrinthe. Si elle va à gauche, elle se perd, elle retourne dans la cordillère, et elle a le bon instinct de suivre le Rio, c'est-à-dire le fleuve, qui lui coule dans l'autre sens. Et surtout, elle aperçoit au loin une bande bleue, la bande du Pacifique, et elle sait qu'elle est passée. Et grâce à la banda militar, c'est-à-dire les musiciens de l'école militaire de Santiago, donc elle file à main gauche le long de la cordillère, vous verrez Santiago c'est le long de la cordillère, et elle va voir des lumières, des choses qui étincellent, et en fait ce sont les cuivres de la banda qui réverbèrent la lumière du soleil. Et elle dira, je me suis posée, j'ai calé le bout de bois, elle a calé l'hélice, elle a arrêté le moteur, elle s'est posée. Et coup de chance, ça c'est un vrai coup de chance. Il y en a un premier, c'est que le moteur du G3 n'a pas eu de raté, il n'y a pas eu de problème de moteur. Et le deuxième, c'est que les personnes l'attendaient. Personne ne l'attendait, mais quand même, ils avaient mis, en voyant arriver le petit moustique, ils avaient mis le drapeau de la France, de l'Argentine et du Chili par terre, et elle s'est posée sur le drapeau français. Alors ça, c'était un vrai miracle. Donc sur cette fameuse réussite d'une aviatrice, il faut un courage d'aviatrice pour faire ça, n'est-ce pas ? Nous allons terminer malheureusement, donc j'encourage tout le monde à continuer à chercher tout ce qu'a fait Adrienne Bolland dans tous les livres, tout ce qui existe, les archives du musée. Et on en a parlé, oui. Et donc de continuer à rester sur le Facebook du musée de l'Eure, parce que vous allez avoir la suite de la visite virtuelle du musée. Merci de votre attention. À bientôt sur nos lignes.